Merci, chers Congolais de partout, vous nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. Nous allons parler du retour de Joseph Kabila Kabange et analyser les contours de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous recevons M. Gaston avec qui on va aborder tous ces sujets. Il est déjà en ligne avec nous. M. Gaston, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous Comment évolue la vie de votre côté? On va très bien. Les choses évoluent positivement au niveau santé, au niveau travail, politiquement. Ça évolue, ça va dans le sens qu'on veut. Évidemment, on aurait aimé que ça aille un peu plus vite. Mais il n'y a que du positif pour l'instant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la crise politique dans la partie est de la République démocratique du Congo est en train de prendre d'autres tournures. Il y a Joseph Kabila Kabange qui a annoncé son retour. Il y a des négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le M23 qui est stand-by aujourd'hui, arrêté et reporté. Il y a l'ancien vice-président du Kenya qui annonce que le président kenyan était en train même d'exploiter de l'or à part le M23 en République démocratique du Congo. Ces sujets, nous allons aborder et les enjeux politiques aujourd'hui en RDC. Nous commençons par le retour de Joseph Kabila Kabange. Quelle analyse faites-vous de cette annonce? Alors, merci pour cette question, messieurs les journalistes. Alors, mon analyse, mon point de vue, je n'ai jamais cessé de dire que Joseph Kabila était un Rwandais. Curieusement, pour quelqu'un qui a été un chef d'État pendant des années, quand même un peu plus de 18 ans, revenir au pouvoir et entrer dans le pays via la partie qui est occupée par les rebelles, par l'armée rwandaise et ceux qui tuent les Congolais, cela confirme encore une fois de plus que ce monsieur n'est pas congolais, il est rwandais. Donc, il rejoint ses compatriotes qui ont envahi la République démocratique du Congo. Il ne se sent à l'aise qu'avec ces gens, ces Rwandais, parce que ce sont ses anciens camarades, peut-être qui lui manquaient. Donc, pour moi, ce monsieur n'a jamais aimé le Congo et les Congolais. Donc, il rejoint ceux qui tuent les Congolais. Je pense que, comme on l'a dit, monsieur le journaliste, la dernière fois, j'avais dit que ce monsieur avait raté l'occasion de se taire. Mais il est sorti de ce mythisme quand il a vu que son patron, qui est Kagame, son vrai patron c'est Kagame, quand il a vu qu'il était en difficulté, il s'est montré pour le défendre. Donc, pour attaquer les Congolais. Et en premier lieu, le président de la République. Donc, ici, il rejoint les rebelles parce que ces rebelles, d'ailleurs, qui ont le M23, c'est pas nouveau. On sait très bien que c'est l'armée rwandaise. Et il a toujours eu un rôle dans la création de ces rebelles, dans la création, dans la facilitation de l'entrée sur le territoire congolais de l'armée rwandaise. Cette fois-ci qu'il y a un vrai Congolais à la tête du pays et que cette facilité n'existe plus, bon, il les rejoint justement pour lui faciliter le travail. Donc, Joseph Kabila, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais et là, il vient de le prouver une fois de plus. C'est regrettable, mais d'avoir quelqu'un qui a été nourri et il est devenu riche, il est devenu stylé. Parce que les Congolais l'ont adopté et maintenant il est poignardé dans le dos. Mais c'est comme ça que ce régime de Kigali fonctionne, ce régime de Kabila, donc qui est installé à Kigali fonctionne. Voilà, il rejoint son patron, donc Kagame, pour encore mettre en danger un peu plus la vie des Congolais. Mais alors ça, c'est ce que je vois quand il rejoint
ses camarades. Mais au niveau politique ou au niveau de la guerre, ça ne va absolument rien changer. Le régime de Kigali est aux abois et il ne va pas s'en sortir comme ça. D'ailleurs, Kabila risque aussi de le payer cher parce que il faut savoir qu'il y a eu des enquêtes. Les autorités congolaises ont assez d'informations sur ce monsieur. La création de ces groupes, il a joué un grand rôle. Les massacres qui se sont commis à l'est du Congo depuis 96-97, ce monsieur a joué un grand rôle dans la disparition forcée des Congolais et des Rwandais, dans des massacres et la disparition de journalistes. Donc, ce monsieur a un dossier lourd et j'espère que les Congolais, les autorités congolaises vont prendre cette fois-ci les choses en main et lancer un mandat d'arrêt plus sérieusement et continuer à poursuivre ce criminel qui, encore une fois de plus, vient de le prouver à la face du monde qu'il est le vrai M23, c'est lui qui est à la manœuvre et aux ordres de Kagame. Mais est-ce que ce ne sont pas des accusations gratuites qu'on fait à la personne de Joseph Kabila Kabange qui a dirigé ce pays pendant 18 ans? Joseph Kabila Kabange dit revenir pour apporter des solutions, pour qu'il y ait des solutions aux problèmes qui dérangent la population et la partie est du pays. Est-ce qu'on ne peut pas quand même lui accorder un peu de crédit, voir ce qui sera les effets de son arrivée, bien de son retour en République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, je pense que si ce monsieur Kabila voulait vraiment apporter une solution à cette crise, ce n'est pas en rejoignant ceux qui tuent les Congolais que la solution va venir. La solution viendra des Congolais qui vont l'assumer, l'accepter, s'asseoir sur une table de négociation pour justement trouver une solution. Vous savez très bien que ce groupe, le M23, ne peut rien faire sans l'accord de Kagame. Kagame n'est pas congolais. Kagame n'a jamais été congolais. Il ne le sera jamais. Kagame ne fait que massacrer les Congolais jour et nuit. Ce n'est pas en rejoignant ceux qui tuent les Congolais que la solution va être trouvée. Ici, on peut dire que peut-être il aurait de bonnes intentions. S'il avait une bonne intention de vraiment réconcilier les Congolais, pour que la solution soit trouvée, ça aurait été, l'idéal serait qu'il se rende à Kinshasa, il parle avec les autorités congolaises pour trouver une solution. S'il a quelque chose à proposer, qu'il la propose aux autorités congolaises, et s'il faut des négociations, qu'il y ait ces négociations. Mais maintenant, il a pris parti parce qu'il va justement dans la partie de ceux qui tuent les Congolais. Vous avez quand même entendu le discours que ce groupe tient, on sait très bien que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les urnes. Alors, quand M. Nanga ou Kagame ou ses rebelles menacent de marcher sur Kinshasa et chasser, je dis bien, ils disent, allez chasser le pouvoir installé démocratiquement par les Congolais, je ne pense pas que quelqu'un qui tient un discours pareil soit quelqu'un qui aime les Congolais. C'est quelqu'un qui veut toujours verser le sang. Quand on voit les massacres qui ont été commis depuis bientôt, disons 4 ans, depuis que le M23 a repris les armes, Kabila n'a jamais condamné ces massacres. Il sait très bien qui est derrière, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée d'ailleurs qui l'a formé. On sait très bien que Kabila a été formé dans une école EGENA de Ruhengeri, donc école de la gendarmerie nationale de Ruhengeri. C'est là qu'il a fait ses formations militaires. On sait très bien que ce monsieur a été pendant longtemps le garde du corps de Kagame. On sait très bien que son père Kabange était rwandais, sa mère rwandaise. On sait que Laurent Désiré Kabila l'a adopté parce que son père, justement, Kabange, était l'ami proche de Laurent Désiré Kabila. Tout est connu. Maintenant, il rejoint ceux qui tuent les Congolais, alors qu'il y avait moyen de proposer une solution. Vous l'avez quand même entendu la dernière fois quand il parlait du Congo, qu'il disait que le problème
il disait que depuis qu'il avait quitté le pouvoir, les nouvelles autorités n'ont rien fait pour réconcilier les Congolais. Mais Tshisekedi, dans quel état Tshisekedi a retrouvé le Congo après, justement, après 18 ans de pouvoir de Kabila? C'est maintenant qu'il a essayé de redresser le Congo en refusant que les étrangers viennent piller et violer les Congolais, que ces rebelles ont repris les armes. Et ils reprennent les armes. Le monsieur, au lieu de proposer une solution en rejoignant les autorités congolaises qui l'ont remplacé pour trouver comment sortir de cette crise, lui, il rejoint ceux qui menacent de chasser les autorités choisies par le Congolais. Donc, je trouve que c'est prendre les Congolais qui ont choisi les autorités, qui ont élu les autorités en place à Kinshasa, les prendre pour des imbéciles. Ça, c'est un manque de respect d'ailleurs. Et je trouve que les autorités congolaises, c'est pour ça que j'insiste, qu'ils rentrent un mandat d'arrêt et que ça soit mis en pratique et dans tous les pays où il peut se déplacer. Alors, aujourd'hui, il y a les M23 qui ont donné quand même des préalables avant de négocier avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Parmi les préalables, ils veulent que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse faire une déclaration solennelle exprimant sa volonté de son régime d'entamer des discussions avec le M23, la prorogation de la résolution du 8 novembre, l'annulation de condamnations à mort, de poursuites contre les dirigeants de M23, libération immédiate de toute personne. Comment voyez-vous ces préalables du M23? Est-ce du chantage? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la paix? Quel est votre point de vue quant à ça? Alors, j'ai vu ces préalables que le M23 propose. C'est une façon, en fait, et je l'ai dit, je l'ai écrit même sur mon compte Facebook, c'est une façon de faire entrer l'armée rwandaise dans l'armée congolaise, comme d'ailleurs Kabila avait l'habitude de le faire. Donc, on propose que ces criminels entrent dans l'armée congolaise, que le président fasse une déclaration, qu'on annule ceci ou cela, qu'on annule la peine de mort. Donc, que ceux qui ont été condamnés soient amnistiés. Des choses pareilles, les Congolais, comment les autorités congolaises peuvent justifier le pardon à ceux qui ont massacré les Congolais. Les massacres sont toujours là. Le génocide, il y a eu un génocide quand même. Il y a eu un génocide au Congo. Le génocide ne s'est pas arrêté. Il est toujours en cours à l'est du Congo, dans les zones occupées par ces criminels. Donc, ces déclarations, ces préalables, c'est une façon déguisée de faire entrer l'armée rwandaise dans l'armée congolaise, pour nuire une fois de plus l'armée congolaise. C'est une façon de s'infiltrer un peu plus dans l'armée congolaise et les services de sécurité et commencer à massacrer les Congolais et au final massacrer, tuer le président de la République, les ministres et les députés. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Quand on propose d'annuler donc la peine de mort pour ces criminels, c'est pour que justement ils puissent voyager facilement, aller acheter des armes, mobiliser un peu plus, parce que maintenant ils savent très bien qu'ils sont coincés. Si on pardonne ces criminels par exemple, ça veut dire que les mandats d'arrêt ou bien les sanctions prises par les pays occidentaux n'auraient plus de sens. Et ce qui est quand même pas normal, ça ne serait pas normal pour un monsieur n'importe qui au Congo qui a perdu ses parents ou ses enfants ou sa femme parce que l'armée de Kagame voulait faire ceci ou cela dans un village quelque part. Donc, pour moi, c'est
c'est impardonnable, c'est non négociable, et c'est surtout pour moi, les autorités congolaises ne doivent pas tenir compte de ces demandes du M23. Et je peux vous dire que, monsieur le journaliste, ces demandes, ça ne vient pas de monsieur Nanga, ça vient de Kigali. Parce que c'est Kigali qui va choisir qui va entrer dans l'armée congolaise et avec quelle mission. Et on sait très bien. Vous savez, les négociations ont eu lieu. Ces préalables ont eu, c'est pas la première fois qu'on les entend depuis le M23. Et le résultat des courses, c'est qu'ils n'ont jamais été satisfaits. Ils ont encore trouvé une raison de reprendre les armes et massacrer les Congolais. Donc, pour moi, les autorités congolaises doivent rester fermées. Ils ont posé des conditions, soit le M23 les acceptait, donc la République rwandaise les acceptait, et bien soit la guerre continue. On sait très bien que le M23, Roberto Kagame, est mal en point, surtout dans les zones qu'il s'était permises d'occuper. On sait très bien qu'on les a chassés de Walikale, ils sont mal en point à Bukavu et à Yabibwe. Donc, c'est une façon de voir si on peut arrêter la guerre pour qu'il y ait encore une réorganisation pour attaquer encore le Congo. Mais je pense que les autorités congolaises sont vigilantes sur ce point. Donc, il faut rejeter toutes ces demandes et continuer à être ferme face à ces criminels. La SENCO continue son bonhomme de chemin avec le pacte social. Nous avons suivi quand même l'abbé Fulgence, le Monseigneur Fulgence qui a parlé du financement de leur démarche. Je ne sais pas si vous l'avez aussi suivi. Oui, monsieur le journaliste, j'ai suivi. Je ris parce que on en avait parlé la dernière fois et je vous avais dit que ces gens sont nuisibles. Il faut que les autorités congolaises prennent des mesures pour qu'il y ait des enquêtes et s'il le faut, ces gens qu'ils soient amenés devant la justice pour s'expliquer. Comment peut-on trouver normal qu'un homme de l'église, vous avez suivi, menace même les autorités en disant que si jamais les autorités congolaises n'acceptaient pas les propositions de Senko, alors il y aurait un intérêt propice à la guerre au M23. Mais ça, ce n'est pas une solution. Et ça, justement, c'est ce que Kabila est en train de faire. C'est ce que ces hommes de l'église, soi-disant de l'église, sont en train de faire. Donc, et en plus de ça, ils avouent que le financement vient de Kigali, chose que tout le monde connaissait, mais on ne le disait pas à haute voix. Mais nous, on le savait. Donc, alors, qui est derrière tout ça et surtout comment ça fonctionne? Je vais vous le dire. C'est qu'au Rwanda, on a un seul cardinal. Il s'appelle le cardinal Kambanda. Ce monsieur, c'est un militaire du FPR. D'ailleurs, pendant le Covid, il avait bien menacé la population rwandaise en disant que ceux qui n'acceptaient pas, vous savez, le vaccin de Covid a été testé au Rwanda sur la population rwandaise et ce cardinal s'était permis parce que Kagame l'avait exigé. Donc, ce cardinal avait dit que si la population refusait, quelqu'un qui refusait d'accepter ce que Kagame avait proposé, que celui-là devait être condamné, même condamné à mort. Ce cardinal avait bien proposé, un homme de l'église. Alors, quand le pape est venu au Congo, ce cardinal est venu au Congo pour rencontrer le pape, mais il s'était fait accompagner par des criminels, justement. Donc Kagame, soi-disant, des hommes de l'église, et certains, je ne sais pas si vous vous rappelez, certains ont été arrêtés, refoulés, parce qu'ils avaient des armes dans leurs vêtements. Donc, ce monsieur entre en contact alors avec d'autres cardinaux congolais, soi-disant pour travailler pour l'église, mais l'idée derrière, c'est de les convaincre de tout faire pour que les autorités congolaises acceptent
de négocier avec le M23 et surtout accepter les conditions posées par le M23. Voilà l'homme de Kagame qui est en contact avec ces hommes de l'Église. Et ces hommes de l'Église au Rwanda, pendant la guerre, c'était le premier à cacher les armes pour le groupe de Kagame, donc le FPR. Maintenant, ils veulent appliquer exactement la même chose au Congo parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif éliminer physiquement les autorités congolaises. Maintenant, ils vont utiliser l'Église. Donc ça, c'est la stratégie de Kagame qui est très connue, qui a été utilisée au Rwanda. Alors, pour finir sur ce sujet, pour moi, je proposerai aux autorités congolaises de prendre des choses au sérieux. Ces gens qui ont accepté le financement de l'ennemi, qu'ils soient envoyés à Kigali, parce qu'il semble que Kagame a les moyens pour les entretenir, qu'ils aillent servir les dieux à Kigali, mais pas au Congo. Je pense que ces gens devraient être rejetés par tous les Congolais, dignes de son nom, pour qu'ils ne continuent pas à nuire à la population congolaise et au Congo, parce que ces gens ne sont pas au service des Congolais, ne sont pas au service de Dieu, mais ils sont au service du diable qui se trouve à Kigali. Ils travaillent main dans la main avec son cardinal Kambanda, officier d'ailleurs dans l'armée de Kagame. Donc, pour finir, encore une fois, ces hommes ne sont pas des hommes de l'Église, ce sont des hommes de diable qui travaillent pour Kagame. Alors, nous allons prendre cette question. Aujourd'hui, vous refusez catégoriquement le dialogue format Senko-ECC. Les consultations ont pris fin. Il y a beaucoup qui pensent que ces consultations ne vont pas résoudre les problèmes de la situation sécuritaire à l'Est. Est-ce la guerre reste l'unique issue pour résoudre cette crise dans la partie Est? Écoutez, il y a quelques mois, M. Nanga disait que rien ne pouvait les arrêter, qu'ils allaient être à Kinshasa bientôt, qu'ils allaient chasser les autorités congolaises. Qu'est-ce qui les empêche d'être à Kinshasa aujourd'hui? C'est parce que la population congolaise a pris les choses en main, notamment les jeunes Wazalendo, qui commencent à montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont capables de neutraliser ces criminels. Alors, je vais répondre à la question donc, après. Et maintenant, vous avez vu diplomatiquement, le Rwanda est à genoux. Le Rwanda est rejeté par tous les pays. Même ceux qui ont mis Kagame au pouvoir, ils ont décidé de non plus entrer en contact avec ce criminel. Donc, militairement, le Congo est en train de dominer grâce aux jeunes Wazalendo. Diplomatiquement, le Congo a pris le dessus et le Rwanda ne va plus relever la tête d'ailleurs, comme on le faisait avant. Les sanctions sont tombées. Peut-être on ne le revoit pas, mais au Rwanda, les gens commencent à mourir de faim. Et si je reviens sur le point de diplomatie, c'est que vous avez vu, même Kagame a décidé de fermer l'école belge qui formait les Rwandais aisés en français pour qu'ils puissent aller étudier dans des universités un peu partout. Donc les autorités belges ont pris les choses en main aussi pour que la nuisance de Kagame dans la région de Kara soit stoppée net. Donc, moi, je pense que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment la dernière chose à souhaiter pour quelqu'un qui aime la paix. Mais quand il faut la faire, pour que la paix revienne pour de bon, il faut la faire. Surtout que le Congo maintenant commence à prendre le dessus. Kagame ne sait plus acheter des armes comme il voulait. Kagame ne sait plus voyager comme il voulait. Ce n'est pas le moment de se dire il faut négocier et surtout accepter de négocier avec n'importe qui, avec n'importe quoi, alors que le Congo n'est pas en mauvaise position. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'armée de Kagame peut aller jusqu'à Kinshasa, comme l'armée des nazis sont allés jusqu'à Moscou. Mais on sait très bien où la guerre s'est arrêtée. La guerre avec les nazis s'est arrêtée à Berlin.
Et moi, je vous dis que la guerre avec les nazis de Kigali risque de s'arrêter à Kigali. Donc, Kagame est en mauvaise position. C'est maintenant que le Congo doit mettre la pression militairement et diplomatiquement. Ne rien relâcher. Et Kagame n'a plus les moyens de continuer cette guerre. Humainement. Pourquoi je dis humainement? C'est parce qu'au Rwanda maintenant, on commence à faire des recrutements forcés des enfants à partir de 14 ans. Ils vont dans des lycées, dans des écoles, prendre les enfants, les amener sur le champ de bataille. Et ce sont ces enfants qu'on met devant pour qu'ils tirent dans la direction des Wazalendo ou de l'armée congolaise. Et la réponse, évidemment, ne se fait pas attendre. Vous avez vu dernièrement les garçons qu'on a arrêtés à Walikale, à Bukavu. Ces garçons qu'on a arrêtés, ils étaient dans des écoles secondaires. Ces enfants qui sont pris comme ça, on leur donne des formations de 1 mois. Et puis on les envoie sur le champ de bataille. Cette information que je vous révèle, j'aurais eu de quelqu'un qui est sur place et qui sait comment ça se passe. Donc, Kagame n'a plus les moyens. Ce n'est pas le moment de relâcher la pression, c'est le moment de continuer la pression. D'ailleurs, vous avez vu ces déclarations lors de la cérémonie le 7 avril, comment il était énervé parce que même ses anciens conseillers lui demandent, on lui avait demandé d'ailleurs qui était le second au Rwanda, et vous avez vu la réponse, il a dit allez au diable. Ça veut beaucoup dire. Donc, même ses parrains, même ses conseillers ne savent plus lui parler parce qu'il a été lâché. Il sait très bien qu'il vit son pouvoir, son régime, vit ces derniers, si ce n'est pas ces derniers jours, peut-être ces dernières années. Donc, le Congo doit continuer à mettre la pression, mais la guerre, malheureusement, doit continuer pour que la paix revienne et pour de bon dans la région de Grand Lac, monsieur le journaliste. Je ne suis pas pour une négociation forcée, surtout quand ça vient de Senko, qui est au service de Kagame, parce qu'ils sont financés aussi par Kagame. Alors, Monsieur Gaston, la question qu'on devait aussi vous poser, c'est en rapport avec, il y a un dossier au niveau de quoi, au niveau il y a un jugement qui est en cours entre Kagame et la France par rapport à l'assassinat de l'ancien président. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce dossier-là. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Vous êtes au courant du procès entre Kagame et la France au sujet de l'assassinat de l'ancien président? Tout à fait. Il y a Kagame qui menace la France, qui menace même de mettre fin à la coopération diplomatique entre les deux pays. Oui, mais vous savez, le journaliste, cette histoire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que c'est une histoire que j'ai suivie depuis le début. Les Français ont beaucoup d'informations sur Kagame, beaucoup plus qu'on ne le pense. Vous savez, pendant la guerre au Rwanda, quand le Kagame était dans le maquis, il a été arrêté par, à l'époque, c'était le président Mitterrand qui était au pouvoir. Il a été arrêté, il était de passage à Paris. Il a été arrêté, et puis, comme il avait ses relais, évidemment, ses soutiens en France, comme le docteur Kouchner, pardon, ces gens qui étaient proches de Mitterrand, mais qui soutenaient Kagame, ont tout fait pour que Kagame soit relâché. Il a été relâché, mais comme Kagame, c'est quelqu'un qui a rancunier, il n'a pas oublié ça. Et vous savez très bien qu'après les enquêtes, une enquête sérieuse, je veux dire, sérieuse, qui a été menée par le juge Bourguiel, il avait lancé 10 mandats d'arrêt contre les hommes de Kagame. Et là, c'était en 2010. Et Kagame, mais avant ça, Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite contre la France, c'est non seulement chasser l'ambassadeur français, mais aussi détruire le centre culturel français qui avait été construit à l'époque du temps de Habyarimana au Rwanda, donc à Kigali. Il a tout détruit, il a chassé les Français. Alors,
la relation entre la France et le Rwanda a repris quand M. Sarkozy a repris le pouvoir. Donc, à cette époque, Sarkozy voulait tout faire pour être, je dirais, au service des Américains, parce qu'il faisait tout pour être comme les Américains. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait renommé son parti politique qui s'appelle RPR, mais il avait rebaptisé les Républicains. Donc, pour justement coller à l'époque, c'était le président George Bush, le républicain, qui était au pouvoir. Donc, maintenant, si on revient à cette guerre et surtout à cette déclaration de Kagame qui menace encore une fois la France, mais c'est parce que il y a des hommes sensés en France qui savent très bien les crimes que Kagame a commis. Et ils se rendent compte que d'ailleurs que Kagame est en train de perdre la guerre. Cette guerre diplomatiquement, il a perdu. Et surtout, ici en Europe, il n'y a que la France qui soutient Kagame. Sinon les autres pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre et l'Italie, tous ces pays sérieux, ils ont bien dit clairement que Kagame, c'est un danger pour la région de Grand Lac. La région de Grand Lac, d'ailleurs, qui est riche en matières premières, mais dont la richesse, justement, manque à ces pays occidentaux pour faire du business et pour fabriquer des voitures qu'on appelle des voitures propres. Donc, pour avoir cette richesse, qui ne peut pas avoir les matières premières du Congo, à les voler. Il peut voler peut-être une année, mais pas plus. Et maintenant qu'ils se rendent compte que les Congolais sont sérieux, ils savent mener la guerre et empêcher Kagame de piller leur pays. Mais ces pays qui, à l'époque, soutenaient Kagame se détournent contre lui. Donc, la France se trouve isolée. Et qu'est-ce qui se passe? La France est obligée de sortir ses dossiers contre Kagame. La France n'a pas le choix. Je parle ici, les autorités françaises et surtout le président Macron. Il n'a pas le choix, il est isolé. Donc, si Kagame menace encore une fois des ambassadeurs ou bien de quitter la francophonie, il va tout dire. Mais est-ce qu'il a le choix? Il n'est plus à la hauteur, il n'est plus soutenu. Donc, ça serait une bonne chose parce que quand Macron ne sera plus là-bas, donc je vais dire au pouvoir, mais tout va sortir. Mais même en présence de Macron. Il y a une autre chose, messieurs les journalistes, qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que quand le pilote de l'avion présidentiel de Habyarimana qui a été descendu, les pilotes, ils étaient français. Donc Kagame a tué les Français aussi. Il n'y a pas que le président Habyarimana, le président burundais qui l'a tué. Donc, son dossier risque de sortir l'assassinat de 2 chefs d'État et l'assassinat des Français. Et ça, c'est du lourd. Donc, Kagame, il peut s'exciter comme il veut, mais les Français veulent sortir justement ce dossier et pour qu'il soit, encore une fois, coincé de plus. Je pense que Kagame, avec ses espions, ses relais qu'il a en France, d'ailleurs, il est au courant de tout ça. C'est pour ça que vous l'avez vu dans un état un peu excité. Parce qu'il sait très bien que les Français ont un dossier contre lui. Voilà, messieurs les journalistes, c'est ce que je peux dire là-dessus. Mais sinon, l'assassinat du président Habyarimana, c'est un dossier, je l'ai dit toujours, c'est un dossier, ça prendra du temps, mais c'est un dossier qui reviendra toujours à la table parce qu'on ne peut pas éliminer ces 2 chefs d'État et les choses s'arrêtent comme ça. Non, c'est impossible. Ça reviendra toujours et Kagame risque de le payer et de le payer très cher. D'ailleurs, quand je vous dis que la guerre qui est les Congolais se battent peut-être pour le Congo, mais si on voit plus loin, les Congolais, les Wazalendo se battent pour libérer toute la région de Garak, et c'est ça que je veux dire, parce que si les autorités, si le Congo gagne cette guerre, eh bien, c'est toute la région de Garak qui va changer d'image, parce que la vérité longtemps cachée va sortir, et c'est ce qui est en train de se passer, notamment l'assassinat du président Habyarimana va revenir sur la table de négociation, l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira du Burundi, même l'assassinat du président Ndadaye, le premier président burundais élu démocratiquement, ça va revenir parce que c'est Kagame qui était
à la base de l'assassinat, qui était derrière l'assassinat du président Ndadaye. Donc vous voyez tout ça, le Congo ne se bat pas que pour les Congolais, mais le Congo se bat pour libérer quasiment toute l'Afrique noire, surtout l'Afrique de la région de Gara. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, ok. Il y a une dernière question que je devais vous poser. C'est en rapport avec la déclaration, le propos de l'ancien vice-président du Kenya. Est-ce que cela est vrai que le président William Ruto est en train de manigancer à la vente de l'or avec le M23? Alors, monsieur le journaliste, je suis content que vous me posiez cette question et je peux vous répondre avec un grand oui. Ça, c'est vrai. Alors, sur quoi je me base? C'est parce qu'avec des informations qu'on a eues, ce n'est pas maintenant qu'il y a 2 ans, et je l'avais dit sur Congo Live TV avec votre confrère, le recrutement, la création de AFC, ça a été fait à Nairobi avec le soutien de William Ruto. C'est lui qui a aidé pour la création de l'AFC. D'ailleurs, la question lui a été posée, les autorités congolaises avaient demandé comment les autorités kenyanes pouvaient accepter qu'une organisation terroriste se crée sur son territoire pour venir tuer les Congolais. Et la réponse de William Ruto a été que, soi-disant, le Kenya était un pays démocratique et que donc les gens pouvaient venir faire leur business ou créer ce qu'ils veulent au Kenya. Ça, ce n'est pas une réponse pour les gens qui menacent, qui prennent la vie des innocents. Donc, là, William Ruto, pour moi, c'était le premier signe qu'il avait un grand rôle, même si après, j'ai eu des informations sur. La deuxième chose, c'est que le recrutement de certains Kenyans qui venaient se battre au Congo se faisait à Nairobi par un Rwandais qui s'appelle Vincent Gatama. Vincent Gatama, c'est un colonel d'armée rwandais. D'ailleurs, maintenant, c'est lui qui est chargé de la région de Cyangugu, au sud-ouest du Rwanda. Et c'est lui qui a joué un grand rôle dans la prise de Bukavu. Donc, au premier jour de la guerre de la M23, il était à Nairobi, attaché à l'ambassade, et c'est lui qui faisait le recrutement des hommes qui venaient se battre au Congo. D'ailleurs, il y a un Kenya qui a été arrêté il y a 2 ans aussi. Il a été amené au tribunal et c'est lui qui avait dénoncé l'enrôlement forcé de certains jeunes Kenyans pour aller se battre au Congo. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais Sogar, il avait été arrêté parce qu'il dénonçait justement la participation des autorités kenyanes dans la guerre au Congo. Tout ça, excusez-moi, tout ça mis ensemble prouve une fois de plus que le président du Kenya est derrière ces massacres qui sont faits du Congo. La dernière chose, c'est que l'ancien vice-président, pardon, quand il faisait une déclaration, c'est parce que le président Ruto et Kagame travaillent main dans la main, comme les matières premières, parce que ça serait mal vu, mais on les transporte de Kigali jusqu'à Nairobi, et c'est de Nairobi qu'on va les vendre et prétendre que ça vient du Kenya. Donc tout ça ensemble prouve une fois de plus que le président du Kenya a un grand rôle dans cette guerre, à cette Congo, monsieur le journaliste. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez lancer aujourd'hui comme message à la population congolaise et aux acteurs politiques de notre pays? Alors, ce que je peux dire, merci encore une fois de m'avoir invité, c'est d'abord encourager mes frères Wazalendo qui sont en train de faire un beau et un grand travail pour assurer la sécurité du territoire congolais et surtout garder le Congo indivisible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est remercier les autorités
congolaise, et surtout la première ministre, le ministre des Affaires étrangères. Évidemment, je ne vais pas remercier le président parce que c'est lui qui les a nommés. Mais ces autorités font un grand travail de libération du Congo. Donc, je les encourage à continuer dans ce sens. Et encore une dernière fois, c'est appeler les Rwandais aussi à sortir de leur cachette, montrer l'État et surtout soutenir les autorités congolaises en fournissant des informations utiles pour que cette guerre s'arrête et surtout pour que les criminels de Kigali soient chassés du pouvoir, pour que la paix revienne dans la région du Grand Lac, messieurs les journalistes. Je vous remercie. Un grand merci à vous, M. Gaston, d'avoir répondu à notre invitation et disponibilisé votre temps. C'est un honneur pour moi, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec M. Gaston. C'était un plaisir d'avoir toutes ces informations-là et les éclaircissements. Je pense que la population congolaise, on doit apporter un soutien indéfectible à nos Wazalendo et FARDC et surtout au président de la République pour les efforts diplomatiques, éviter la trahison et lutter pour la restauration de la souveraineté et de la paix en République démocratique du Congo. 081 244 83 09. Merci de nous avoir suivis et bonne suite, bonne continuité de suivre Congo Live pour avoir toutes les informations. Merci.